Alors, vous êtes adjointe au maire du 20e arrondissement, en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'alimentation durable. Tout à fait. Votre famille politique, c'est Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Pour revenir un petit peu sur votre parcours et votre histoire de vie, alors vous avez fait des études en école de commerce et de comptabilité financière. Vous êtes militante, ou vous l'avez été, je ne sais pas si vous poursuivez ces combats aujourd'hui. Ça c'est pour la vie. Des combats pour la vie au sein de collectifs contre le mal-logement et pour l'insertion professionnelle. En 2012, vous êtes devenue conseillère en communication et vous élaborez un projet pour les présidentielles sénégalaises auprès de Macky Sall. Puis en 2013 au Mali pour Aïssata Haïdara Cissé, première femme candidate indépendante aux présidentielles. Vous participez aussi à la création d'une association qui accompagne les femmes en politique pour Ellen Johnson Sirleaf, alors présidente du Libéria. Vous serez ensuite conseillère d'Aïssata Haïdara Cissé, vice-présidente de l'Union africaine. Et il y a 7 ans, vous décidez de revenir en France et vous créez votre structure de conseil en création de commerce en RSE. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir répondu présente à cette invitation de table ronde? Parce qu'on m'a appelée. C'est une bonne raison. Parce qu'on m'a appelée, parce que j'ai longuement discuté aussi avec Jolie, parce que on a aussi des réticences personnelles à passer devant aussi des caméras, à s'exprimer, au-delà du fait qu'on soit une femme ou pas, hein, c'est beaucoup plus personnel que ça, et l'échange que j'ai eu, et puis le fait de ne pas être juste considérée comme une femme. C'est aussi les 20 minutes de conversation qui m'ont permis de me dire, bon, il y a peut-être un espace pour être à la fois une femme et avoir sa personnalité. D'accord. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu du mot diversité. Qu'est-ce que vous mettez-vous derrière le mot diversité? Parce que je pense que c'est important de savoir d'où on parle. En fait, il y a 2 choses sur la diversité. Il y a celle qu'on vit tous les jours, celle où quand on est en terrasse avec nos potes, notre famille, et celle plutôt institutionnelle. Celle qui est un peu plus institutionnelle, elle est beaucoup plus dure à assumer, beaucoup plus dure à comprendre. Elle est souvent le contraire de ce qu'on vit tous les jours. Moi, autour de ma table, maintenant heureusement en terrasse, il y a une diversité au niveau du genre, au niveau de la couleur, au niveau culturel, au niveau religion et au niveau catégorie socio-professionnelle. Ce que je ne ressens pas encore jusqu'à aujourd'hui en politique, ou dans certains métiers qui sont vus comme des métiers un peu comme sur des piédestals, qui sont vraiment l'apothéose de la réussite sociale. Et donc le mot diversité, ça englobe tout ça. C'est qu'est-ce qu'on vit au quotidien et comment on le vit aussi quand on est au boulot ou quand on est en représentation. Et la diversité, dans un premier temps, c'est un joli mot, c'est une jolie définition, c'est quelque chose dans laquelle on veut vivre. Et puis d'un coup, on est confronté à une certaine réalité qu'on n'accepte pas. Moi, je ne l'accepte pas. Je suis dans le déni total, en fait, d'essayer d'imaginer que ça puisse appartenir qu'à une certaine catégorie socio-professionnelle ou encore à une certaine population. J'ai énormément de mal et j'ai été choquée, étonnée de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes, qu'il n'y avait pas forcément toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées. Et en fait, chaque cas que je viens d'énumérer a son lot de critiques. Voilà. C'est quand on parle de l'homme blanc, moi j'avais déjà du mal quand on me disait l'homme blanc, j'étais un petit peu même perturbée par ça. Mais en fait, c'est vraiment un totem, c'est vraiment, ça représente quelque chose. Parce que quand on ne représente pas l'homme blanc d'une certaine catégorie sociale, on est forcément critiqué d'une autre manière que cet homme blanc, pardon. Et ça, cette confrontation, je l'ai eue sur le tard. Je ne l'ai pas eue durant mes études, ou alors c'était quelques critiques sur lesquelles je ne m'attardais pas. Et puis d'un coup, j'ai été vraiment confrontée à ce mot diversité. Et je l'ai mal vécu. Donc je l'ai vraiment enfoui. Je n'aimais plus ce mot. Je ne me considérais plus dans une certaine diversité parce que, en même temps, quand on parle de diversité, on met des gens dans des cases.
Et ça a été pour moi un vrai travail d'échange, beaucoup avec des femmes qui essayaient aussi de m'expliquer que non, en fait, ce mot aussi nous appartient, que ce mot aussi, c'est quelque chose qu'on doit rendre beau, et qui d'ailleurs l'est toujours, et qu'on ne doit pas le salir par rapport à d'autres personnes qui essayent de le salir. Ça a été un vrai combat personnel. Donc aujourd'hui, je trouve que le mot diversité a toute sa place. Donc, et ça, tout ça, c'est en 10 ans. Hein, donc il y a eu un travail aussi dessus. On a essayé de nous enlever ça, et je trouve que de se le réapproprier, au-delà de la couleur politique, au-delà de la catégorie socio-professionnelle, de se réapproprier ce que nous, on est dans notre entité, dans notre identité. Donc aujourd'hui, ouais, je peux réemployer ce mot avec beaucoup plus de fierté. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'en fait, quand on s'est parlé pour échanger avant le débat, j'avais pas votre biographie sous les yeux. Et en fait, vous m'avez beaucoup parlé sur un plan personnel, beaucoup plus que sur votre expérience professionnelle, qui finalement est assez riche déjà. Pourquoi en fait? Parce que est-ce que c'est en lien avec cette question d'identité que vous évoquez justement, ce côté? Là aujourd'hui, depuis quelque temps, je suis confrontée à ça. En fait, comme je le disais, j'ai été confrontée à ça très sur le tard. Moi, quand je suis partie vivre en Afrique de l'Ouest, j'ai à aucun moment senti que j'étais blanche. À aucun moment. On ne m'a jamais considérée comme telle. On m'a accueillie comme Lila Djellali qui vient travailler. J'ai jamais ressenti cette différence. C'est quand je suis rentrée en France que là j'ai senti en fait qu'on était différents et qu'on me le faisait comprendre. Et il m'a fallu partir. Il m'a fallu partir un certain temps dans des pays qui étaient en difficulté, dans des pays qui étaient en guerre, comme pour le Mali, en 2012 et 2013, pour comprendre qu'en fait, quand je suis rentrée, on m'a expliqué que moi, Lila Djellali, je devais peut-être m'intéresser aux banlieues parce que ça devrait plus me toucher. Moi, Lila Djellali, quand je m'exprime un peu trop fort et que je dis ce que je pense, ben, il y a un petit peu d'hystérie, il y a un petit peu... c'est culturel, c'est normal, c'est culturel. Non, en fait, t'es juste idiot et j'ai envie de te parler comme je suis en train de le vivre. En fait, je n'arrive pas à communiquer autrement que par l'instinct quand tu me parles de cette manière-là. Et ça, c'est hyper difficile à la fois de sortir de ses gonds et que la seule réponse qu'on a en face, c'est culturel. C'est quelque chose que j'ai vécu encore une fois à partir de 2014. Je pense qu'il y a eu aussi cette libération de la parole qui n'est pas forcément de bon ton après les élections présidentielles de Sarkozy. Je pense qu'on a libéré quelque chose qui est peut-être bien, hein, parce que du coup on en débat et on met des mots et je pense qu'il y a eu vraiment ce moment où ni de droite ni de gauche, de chaque parti politique, il y avait quelque chose un peu de ce que j'appelle moi une sorte de racisme culturel, où c'est des petites phrases où on n'a pas du tout l'impression en fait de dire quelque chose de grave, mais qui est très mal vécu. Donc oui, il y a eu du personnel parce que je me rends compte que les choix professionnels, que mes choix de vie sont aussi liés à mon éducation, sont aussi liés à ce qu'on m'a apporté. Quand j'entendais... moi, j'écoute de plus en plus énormément de féministes parce que au début, je ne comprenais pas forcément la totalité de ce qui était dit, donc j'avais vraiment envie de m'imprégner de ça. Et quand il y en a beaucoup qui parlent d'éducation, éduquer nos enfants, éduquer les garçons, éduquer les filles. Je me suis dit, mais il doit y avoir forcément quelque chose. Enfin, c'est peut-être vraiment la base. Il n'y a pas que l'éducation familiale, il y a l'éducation aussi à l'école, il y a l'éducation aussi avec nos amis. Et là, je me suis dit, en fait, oui, j'ai eu une très très belle éducation. En fait, j'ai eu une éducation où on m'a pas expliqué que mon ami était noir ou que mon ami était une femme. On m'a pas expliqué que j'avais pas le droit de travailler dans tel ou tel métier. On m'a, oui, expliqué culturellement en me disant, bon, ben Lila, en fait, t'as la grande chance de pouvoir faire des grandes études, vas-y. Et ça, c'est le complexe qu'il y a
quand on est immigré comme mes parents et qu'on a envie que ces enfants réussissent. C'est peut-être la seule chose qu'on m'a vraiment expliqué où on a essayé de me cadrer. Le reste, c'est moi. Et je pense que c'est important. Je pense qu'il faut qu'on parle de notre éducation, il faut qu'on parle de ce qu'on a vécu, il faut qu'on parle de ces problématiques-là, sans forcément qu'on soit traité d'hystérique ou encore que c'est culturel. Voilà, je pense que c'était un jour où j'avais peut-être un peu plus envie de parler de ma vie personnelle aussi, et pas que professionnelle. Je pense que les deux sont mêlés. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour moi, si. Alors, autre sujet, vous êtes en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'alimentation durable à la mairie du 20e. Alors, 2 questions. Le mot écoféminisme, est-ce qu'il résonne pour vous? Et ensuite, quel lien faites-vous entre diversité et environnement? Je vais reprendre certaines phrases qui ont fait aussi écho tout à l'heure. Quand tu parlais, par exemple, de se fondre dans la masse. C'est aussi là que ça se joue. C'est qu'à un moment donné, en fait, on n'a pas envie d'être différent. On n'a pas envie d'être... on a envie d'être nous-mêmes et on n'a pas forcément de ressenti. Donc moi, quand on me parlait d'écoféminisme, je ne comprenais pas. Parce que, en fait, c'était au quotidien que je le vivais. Donc mettre un mot sur quelque chose qui est totalement normal, ben vous pouvez le définir comme vous avez envie. On donne la même définition, mais on ne donne pas forcément le même mot de base. Donc oui, bien évidemment, c'est quelque chose qui résonne. Mais encore une fois, on m'a amené à ce chemin-là, et sans aucune honte, hein, en fait, à le dire. Je suis pas forcément née féministe, je suis née femme. Et on m'a fait comprendre, parce qu'on a aussi des choses qui sont un peu verrouillées. On m'a fait aussi comprendre certaines choses. L'écologie, pour moi, est partout. C'était aussi naturel de prendre l'économie sociale et solidaire et l'alimentation durable. C'est la pyramide de Maslow pour moi, c'est l'entraide, une meilleure économie avec plus de sens et bien manger. Et je suis militante contre le mal logement, donc je pense que pour la pyramide de Maslow, je suis bonne. Donc oui, il y a du sens dans tout ça. Je ne pense pas essayer de faire des choses parce que être élu c'est bien, parce que ça fait bien sur le papier, parce que ça a été un parcours de vie. Comme je disais il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est presque un malentendu. Je ne m'attendais pas du tout un jour à être élu. Je m'attendais un jour à porter une voix. Donc aujourd'hui, on me donne plus cette opportunité-là, donc je vais la chérir et je vais essayer de ne pas trop en faire de bêtises. Alors justement, en parlant de voix, quel message vous avez envie de passer aux jeunes femmes issues de la diversité aujourd'hui? Oui, je me souviens de cette question. Instinctivement, je vous ai répondu qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire, en fait. Parce que, tout simplement, en fait, on a la possibilité, et en dehors de la France, hein, moi je suis une amoureuse de l'Afrique de l'Ouest, j'ai vu des opportunités de dingue. Les femmes ont un pouvoir extraordinaire là-bas, et qu'elles acceptent et qu'elles assument totalement. C'est de faire ce qu'on a envie de faire, qu'il n'y a aucune limite, que si on a envie de se donner les moyens, et pas se donner les moyens en se disant aujourd'hui je vais être plus forte, c'est juste de s'ouvrir un peu plus l'esprit en se disant en fait on m'a peut-être mis des barrières dans ma vie, je les ai peut-être trop assimilées, elles sont peut-être un peu cachées dans ma façon de vivre au quotidien, et tout simplement aussi de savoir demander de l'aide, parce qu'on nous a éduqués aussi quelque part à être femme indépendante et de s'assumer. Peut-être que de savoir aussi demander de l'aide, de se poser les bonnes questions, sans forcément aussi être jugé, parce qu'on a aussi peur du jugement, hein. Ça pourrait peut-être nous permettre d'avancer. Moi, je trouve que toutes les femmes que je côtoie, elles ont toutes des métiers extraordinaires, elles ont des vies, quand on creuse un peu, extraordinaires. Elles ont... moi, je suis en admiration, on parlait tout à l'heure,
T'as un enfant, c'est avoir un super boulot, un gosse. Enfin, c'est quand même très difficile de nos jours. On vit quand même dans une ville où il faut gagner quand même beaucoup d'argent. Moi, je vois en politique, on a envie d'avoir plus d'inclusion, mais quand on est élu local, c'est des petites indemnités. Moi, je le vois, il y a très peu de mères célibataires. Parce que c'est à un moment donné, en fait, c'est plus le simple fait d'inclure des femmes et en plus de la diversité. C'est aussi d'accompagner des personnes qui se retrouvent dans des situations un peu compliquées financièrement, qui n'ont pas forcément des parcours de vie qui leur permettent de pouvoir être plus engagées. Et ça, ces personnes-là, en fait, on en a aussi énormément besoin parce qu'elles ont une voix aussi à porter. Et à un moment donné, on se rend compte, je pense que ça c'est partout, dans tous les secteurs d'activité, on a plus on monte et moins on voit de diversité. Mais à la fois, pas qu'au niveau du genre, de la couleur, mais aussi de la catégorie socio-professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc moi, je leur dis, en fait, il n'y a rien qui vous empêche quoi que ce soit, et la personne qui vous dira ça, qu'elle aille voir ailleurs si on y est. Écoutez, merci beaucoup Lila Djellali. Je vais repasser la parole à Marie-Jeanne.